Mais le dialogue ne peut être dévoyé en instrument de pression, de contournement des institutions ou de remise en cause qu'elles s'expriment conformément à la Constitution et aux lois de la République. S'agissant du débat sur la Constitution, je souhaite rappeler un principe simple. Aucune question d'intérêt national ne saurait être confisquée, caricaturée ou interdite de réflexion. Mais toute réflexion sur nos institutions doit être conduite avec sérieux, avec transparence, avec méthode, dans le respect scrupuleux de l'état de droit, sans précipitation, sans manipulation et sans obsession politicienne. La Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Elle est le pacte fondamental qui organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions et protège la stabilité de la nation. Y toucher ou même en débattre exige donc de l'écoute, de la rigueur, de la responsabilité et un sens élevé de l'intérêt national. Au fond, ce dont la République a besoin aujourd'hui, c'est d'unité sur l'essentiel, de responsabilité dans la divergence et de maturité dans le débat public. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est à un tournant de son histoire, celui où elle doit assumer pleinement son destin. Notre pays n'est pas pauvre. Il a été appauvri par l'histoire, par la prédation, par les guerres d'agression, par la mauvaise gouvernance, par les trafics et par trop d'occasions manquées. Malgré tout, il demeure l'un des pays les plus stratégiques au monde, par sa position au cœur de l'Afrique, par ses ressources naturelles exceptionnelles, par le rôle écologique majeur du bassin du Congo, par le courage de son peuple et le génie et l'énergie de sa jeunesse. Notre devoir historique est de transformer ce potentiel en puissance réelle, convertir nos ressources en emplois, nos minerais en industrie, notre jeunesse en capital humain, notre position géographique en levier de croissance, notre diversité en force et nos épreuves en sursaut national. C'est à cette tâche que je consacre mon engagement depuis mon accession à la magistrature suprême, avec le concours du gouvernement et de toutes les forces vives de la nation. La vision que je porte est celle d'une République démocratique du Congo souveraine, unie, respectée, productive, juste et ouverte au monde. Un Congo qui recherche la paix sans jamais renoncer à sa dignité. Un Congo qui coopère sans se soumettre. Un Congo qui attire les partenaires sans brader ses ressources. Un Congo qui débat sans déchirer. Un Congo qui réforme sans exclure. Un Congo qui protège ses citoyens et exige de chacun le sens du devoir national. Je connais les impatiences, je connais les frustrations, je connais les douleurs, mais je connais aussi la force du peuple congolais. Chaque fois que l'histoire suggérer l'idée avec diviser, nous avons trouvé en nous les ressources pour rester debout. Chaque fois que l'on a voulu réduire le Congo à ses crises, et elle a vocation à être respectée. Il était plus grand que les crises qu'il traverse. C'est à cette hauteur que je nous invite aujourd'hui. Aux Congolaises et aux Congolais, je veux dire ceci. Gardons confiance, mais demeurons exigeants. L'État doit agir davantage, mieux et plus vite. Mais la nation, elle aussi, se construit chaque jour par la responsabilité de chacun, par l'effort de tous et par la fidélité au bien commun. À vous, chers amis de la presse, continuez à questionner, à enquêter, à éclairer. Faites-le avec liberté, faites-le avec rigueur, faites-le avec conscience. Dans une démocratie digne de ce nom, la presse n'est pas l'ennemi de l'État. Elle est l'une des vigies de la République.
Mesdames et Messieurs, j'ai souhaité, par ces mots introductifs, fixer le cadre de notre échange. Je suis à présent prêt à répondre à vos questions. Je le ferai avec le respect dû à la presse et avec le sens de responsabilité qu'impose la charge que le peuple congolais m'a confiée. La parole est à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président, pour ces mots édifiants. Alors, qui se lance? Qui sera le premier à poser la question? Tout le monde? N'oubliez pas que je suis journaliste aussi. Je suis journaliste de formation. Vous permettez? Je demande aux aînés, si je peux me permettre de commencer par la première question. Monsieur le Président, c'est pour détendre l'atmosphère. Je vous sentais un tout petit peu crispé et c'est pour vous accueillir ici chez nous. En tout cas, bienvenue. On est tous contents que vous soyez là, que vous ayez répondu à notre invitation. Alors, Monsieur le Président, je me permets, on dit que vous n'étiez pas au pays, vous étiez au Stade de France à Paris pour le double concert de Fally Ipupa. Comment c'était, dites-nous? Je vous jure que si mon agenda me l'avait permis, j'aurais été là-bas. Malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais permettez-moi quand même de rendre hommage à cet artiste congolais qui est Fally Ipupa, qui vraiment a fait la fierté de notre pays. Et il a mobilisé toute la France et focalisé son attention sur la République démocratique du Congo et à la fois toute l'Afrique aussi, parce que beaucoup d'Africains s'étaient déplacés. Et n'en déplaise aux rabat-joie, aux pourfendeurs, je crois que c'est vraiment le modèle d'un soft power dont notre pays a besoin. Et il faut continuer comme ça. Je vous encourage à aller par exemple au prochain concert de Koffi Olomidé au stade Roi-Baudouin. J'ai appris aussi que Werrason a un forêt nationale. C'est toutes des salles mythiques européennes, des endroits mythiques qui vraiment font la fierté, contribuent au soft power congolais. Et moi, je m'inscris totalement dans ce genre d'activité que je soutiens. Et d'ailleurs, je peux le dire, j'ai promis de décorer au nom de la République démocratique du Congo l'artiste Fally Ipupa. Merci beaucoup, Messieurs les Présidents. Donc, nous allons vraiment tous devoir honorer tous nos moines Mboka qui font honneur à la nation. Ici. Les Gaulois sont là? Soyez pas jaloux, nous aimons aussi Ferregola. Alors, mesdames et messieurs de la presse, je vous rappelle les principes quand même. C'est que nous allons avoir différentes thématiques. Je pense les avoir citées ici. J'y reviens alors. Nous allons parler de la situation sécuritaire et diplomatique. Donc, si vous avez une question dans cette thématique-là, vous posez cette question. Sinon, vous allez attendre une autre thématique. La deuxième, nous parlerons de la politique et de la gouvernance. Ensuite, nous parlerons du social et de l'économie. Et enfin, nous allons quand même revenir sur d'autres sujets d'actualité qui n'auront pas été abordés. Donc, soyez vraiment patients. Si vous sentez que votre question n'est pas dans la thématique abordée... Comme juste un peu. constituant la révision constitutionnelle dans les... La première thématique... Je vois déjà des mains se lever alors que... situation sécuritaire et... diplomatie. Je rappelle le principe encore une fois, pas de commentaires, pas de questions à plusieurs volets, une seule question claire, concise, précise. Il y a une main qui est levée là. Messieurs, bienvenue. On commence par notre agence congolaise de presse. Vous restez sur place, les hôtesses ont des micros baladeurs. De l'agence congolaise de presse. Monsieur le Président, vous avez cité... Oui, bienvenue Makoumania de l'agence congolaise de presse. Monsieur le Président, vous avez signé le 4 décembre des accords à Washington. Nous étions dans la salle et nous avions constaté qu'il n'y a eu aucun échange de regard avec votre homologue rwandais, ni poignée de main. Par contre,
Ça se passe comment, Tina? Allez-y, Monsieur le Président, et puis ensuite on prendra la deuxième question. Merci, Monsieur. Bienvenue, Bakoumania. Je ne savais pas que vous étiez à New York, à Washington. Je suis content de l'apprendre. Voilà, vous êtes en train de vous adresser à quelqu'un qui, en arrivant à la tête du pays, s'est offusqué de voir le montage, la structuration qui avait été faite du fameux contrat chinois et qui a ordonné un audit et qui, suite à cet audit, est allé voir les amis chinois pour leur dire ce qui a été fait est inacceptable et totalement sans intérêt pour notre pays. Et ils ont été élégants. On a ouvert des discussions qui nous ont permis de rattraper certaines erreurs. Mais évidemment, les signatures ayant été déjà posées, on ne pouvait pas changer en profondeur les choses. Mais je trouvais inacceptable que nous soyons, nous, les détenteurs de ces ressources et en même temps, soyons minoritaires dans ce partenariat en termes d'intérêts obtenus. Ce ne sera pas le cas avec ce partenariat, je vous en conjure. Et d'ailleurs, je pense que nous avons déjà aujourd'hui montré les tenants et les aboutissants de ce contrat. On l'a présenté au Parlement et même à certaines organisations de la société civile. Je pense ici à la Cinco. Donc vous connaissez les velléités, j'allais dire d'opposition, mais je dirais plutôt de vigilance vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur de notre pays et qui ont conclu quand même par un satisfecit. Donc c'est vous dire que, comme je l'ai dit dans mon introduction, je ne serai jamais le président qui va brader les richesses nationales. Ma vision est très claire. Nos richesses doivent d'abord servir à notre pays et à son peuple. D'ailleurs, je ne suis même plus pour la simple extraction de nos minerais. Il faut désormais que ces minerais, lorsqu'ils sont extraits de notre sous-sol, soient transformés, connaissent un début de transformation. C'est vrai que nous n'avons pas toutes les technologies nécessaires pour arriver en bout de la chaîne de valeur, mais nous pouvons, grâce à la construction de plus d'infrastructures énergétiques, commencer un début de transformation, ajouter de la valeur à ces minerais et permettre la création de richesses qui va bénéficier à notre pays, à notre peuple, et aussi de la création d'emplois qui vont en découler. Donc voilà, croyez-moi, je ne peux pas être ce président-là qui, pour des raisons personnelles, va brader les richesses de notre pays. C'est impossible. Merci beaucoup, Excellence. Alors, une dame, Madame Nazo, BBC. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Ma question, c'est encore autour des accords RDC et États-Unis. Et cette fois, c'est dans son volet de l'accueil des migrants des pays tiers exclus du territoire américain. Il y a plusieurs questions qui se posent là-dessus. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Président, que prévoit cet accord? Pour commencer, combien de temps ces migrants vont rester sur le territoire congolais? Et d'une manière juridique, quel est leur statut? Et pour terminer, quelles sont les principales obligations de la RDC et des États-Unis dans ce contexte? Merci beaucoup. Vous en posez beaucoup de questions. D'abord, c'est suite à un accord que nous avons passé avec le partenaire américain. J'insiste sur le terme partenaire, parce qu'entre partenaires, entre amis, on se rend des services. Et ici, c'est un simple service que les Américains nous ont demandé en nous priant d'héberger les individus qui ont demandé l'asile aux États-Unis et qui ont été déboutés de ce droit d'asile. Et donc, nous l'avons accepté amicalement, tout simplement, parce que c'était ce que les Américains voulaient. La première condition que nous avons posée,
c'est que ce ne soient pas des bad boys, donc des mauvais citoyens. La seconde, c'était qu'ils ne viennent pas ici comme des détenus. Parce qu'il y en a parmi eux qui avaient été détenus dans les prisons aux États-Unis, pas pour des voies de fait, mais simplement parce que c'était dans des camps de centres de rétention. Donc c'était pas parce qu'ils n'étaient pas en séjour légal. Donc c'était tout à fait normal. Et donc, on a commencé un processus qui fera que ces individus seront libres à tout moment de quitter la République démocratique du Congo. Et lorsqu'ils l'auront décidé, aucun sou ne sortira du trésor congolais pour les raccompagner dans leur pays d'origine. Nous n'avons fait que leur donner l'abri, s'ils le veulent. Parce que si demain ils décident de partir, personne ni rien ne pourra les en empêcher. Qu'est-ce que vous avez voulu savoir encore de plus Les statuts juridiques, c'est une contrepartie. Non, il n'y a pas de statut juridique. Ils sont en séjour légal parce qu'ils ont un visa qui est en bonne et due forme et qui sera renouvelé au besoin en attendant de voir quelle décision ils vont prendre, quelle orientation ils prendront pour leur vie. Nous comprenons qu'en ce moment, psychologiquement, ils doivent être aussi déstabilisés parce que, comprenez-les, au départ, ils rêvaient d'arriver, de vivre le rêve américain et aujourd'hui, ils vivent le rêve congolais. Un pays qu'ils ne connaissaient sûrement pas, qu'ils n'avaient jamais visualisé sur la carte du monde. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, nous les prenons avec beaucoup de délicatesse. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue et nous nous mettons à leur service pour rendre leur séjour agréable. Donc il n'y a vraiment pas à pérorer là-dessus, il n'y a rien, parce que j'ai même entendu qu'il y avait des arrangements financiers. Croyez-moi, si les États-Unis décident de stopper cette opération, nous n'allons pas, comme certains l'ont fait, aller ester en justice pour réclamer des... voilà, donc tranquillisez-vous, ce sont des gentillesses qui se font entre partenaires. Demain, qui sait, nous aurons peut-être besoin des États-Unis pour un service du même genre ou d'un autre genre, et nous le rendrons en reconnaissance de ce que nous venons de faire. Donc il n'y a rien de... Cessez de vous imaginer des choses qui n'en sont pas. Voilà, tout simplement. Alors... J'espère avoir tout répondu, je crois, à toutes vos questions. C'est bon, Madame Amunazo? Merci. Voilà. Alors on va aller de ce côté-ci. Monsieur Anissé, vous êtes même debout. Ça va aller. Allez-y. Anissé Yungoyarani. Il s'est imposé d'autorité. Il s'est imposé. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis Monsieur Anissé Yungoyarani, patron de Aptic Télévision, mais je travaille en réalité à la RTNC. Je suis présentateur des émissions en anglais. Ah, ok. Alors, Monsieur le Président, lorsque j'ai appris que vous allez organiser une conférence de presse, j'ai eu tout de suite des palpitations stomacales. Allez tout droit à la question, on n'a dit pas de commentaires. Allez-y, Monsieur Anissé. Tolérance. Ça veut dire que vous avez accepté de nous affronter, nous journalistes, même si on nous met dans un climat où on doit courir. Sportivement. Monsieur le Président, si je dois vous affronter avec mes moyens, je ne vois pas que vous allez tenir. On n'est pas dans un ring de boxe, hein, donc allez-y. Il n'y a pas d'affrontement ici. Monsieur le Président, j'ai un point de vue contraire au vôtre dans votre manière d'aborder la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes trop diplomate. Je dirais même que vous êtes le premier diplomate du monde actuellement. C'est une question ou un commentaire? Vous avez beaucoup voyagé, mais je vais vous opposer 3 auteurs qui disent les... Non, monsieur Anissé. Madame, s'il vous plaît. Passez à la question. En termes de dissuasion, pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la République, pour moi, je pense que c'est le volet militaire. Donc, militairement, il faut que le Congo soit fort. Mais le président de la République est plus diplomate et maintenant, il compte particulièrement sur les États-Unis d'Amérique. Ce qui n'est pas mon point de vue. On a compris la question, merci. S'il vous plaît, si on va dans tous les commentaires, dans les points de vue, dans les conseils, on ne va pas... Il y a encore beaucoup de questions. Vergès est un écrivain romain qui disait « Si vis pacem parabellum », c'est-à-dire qui veut la guerre, qui veut la paix prépare la guerre.
qui veut la paix prépare la guerre. Le deuxième auteur que je vais citer, c'est Nicolas Machiavel, qui dit ceci. Un bon chef, c'est celui qui sait conquérir le pouvoir, qui l'exerce, mais pour le conserver le plus longtemps possible, n'est jamais compté sur une force extérieure. Troisième auteur que je vais vous citer, qui disent le contraire de ce que vous faites, c'est-à-dire trop de diplomatie, c'est Obama à la Maison-Blanche, à qui j'ai posé une question. J'ai couvert des activités à la Maison-Blanche. Obama a une question, s'il vous plaît, soyez tolérants, a une question que je lui ai posée. Pourquoi ne faites-vous pas assez d'efforts pour mettre fin à l'adversité qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo? Il me répondra en disant que l'avenir de la RDC appartient aux Congolais. Merci. Alors par rapport à Trump, avec qui vous avez signé les deals, j'ai l'impression que le président se concentre davantage sur les deals en lieu et place de peaufiner des stratégies avec notre armée pour mettre fin à la guerre. Alors ma question, Monsieur le Président. Goma et Bukavu seront libérés quand? Je m'adresse au Président de la République. Deuxième question. Non, une seule, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul ici. Par respect à vos autres confrères, s'il vous plaît, on prend la seule question. On a écouté vos avis et commentaires, c'est bon. Merci, asseyez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, M. Anissé. Je vous inviterai alors à continuer ce débat si vous le souhaitez. Voilà. Vous nous faites ce reproche d'avoir été trop diplomate. Je peux vous le comprendre. Mais vous devez savoir qu'un civil comme moi qui n'est vraiment alors là aucune notion militaire et qui n'en a jamais d'ailleurs eu de sa vie, le premier réflexe lorsque une telle situation arrive, c'est bien sûr celui de la diplomatie. Mais je dois vous avouer aussi que c'est après avoir fait une analyse sincère. Vous vous rappelez qu'en 2023, c'était au moment de la campagne électorale, je crois que c'était le dernier jour de la campagne électorale, j'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais, pas parce que je n'avais pas envie, que je me suis dégonflé, comme on dit, mais simplement parce que j'avais reçu de fausses informations concernant notre armée. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez toutes ces sanctions, ces interpellations qui sont prises, c'est l'une des conséquences. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux. Lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille de civils, femmes et enfants, parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des exploits parce que pendant qu'il y avait cette guerre, nous avons mobilisé les ressources nécessaires afin de pouvoir monter cette armée en puissance.
Aujourd'hui, je peux le dire, oui, l'armée est montée en puissance, mais il reste encore, certes, beaucoup de choses à faire, mais nous avons réussi aujourd'hui à remporter des batailles. Nous n'avons plus une armée de capitulards, une armée... parce qu'en plus, ce que j'oubliais de vous dire, quand je parlais qu'on m'a caché des choses, c'est le degré d'infiltration ennemie dans notre armée. Ça veut dire des agents ennemis, des gens qui étaient dans notre armée qui, au fil des mixages et des brassages qui se sont faits, soi-disant, suite à des accords de paix, ont fini par miner cette armée de l'intérieur. Ce sont des choses qui ne s'aperçoivent pas comme ça à l'œil nu, mais qui, pour ce mal que nous avons vécu, ont apporté le bien de l'information. Aujourd'hui, nous savons que notre armée avait été infiltrée, notre armée avait été minée de l'intérieur et détruite de l'intérieur, parce qu'il y avait des plans machiavéliques visant à prendre une partie de notre territoire national. C'est ça la vérité. Et donc, face à cette dure réalité, on n'avait pas d'autre choix que de jouer la diplomatie au maximum. Et je crois que ça nous a réussi. C'est aussi une autre arme, la diplomatie. Vous ne devez pas la redouter. Lorsque le président Obama, que je respecte, dit ce genre de choses, mais bien sûr, il a été le président de la première puissance mondiale. Forcément, quand vous dites ça à un Américain, il va vous dire, mais non, mais défendez-vous, parce que c'est le réflexe qu'un Américain aurait. Cherchez votre solution vous-même, il a raison. Maintenant, c'est à ça que nous travaillons. Mais en même temps, nous avons des amis. Et quoi de plus normal que de solliciter ses amis lorsque nous sommes en difficulté pour leur dire, mais attendez, vous voulez venir faire des affaires ici? Mais le mieux à faire serait de nous aider d'abord à recouvrer la paix, la sécurité, la stabilité. C'est même bien pour vos propres investissements, vos propres intérêts. Donc, je ne trouve pas du tout d'inconvénient à avoir privilégié la diplomatie, parce que dans mon entendement, la guerre, pour moi, elle est inutile, surtout entre Africains. Quand on est entre frères africains, nous sommes tous logés à la même enseigne, nous les Africains. Nous avons des défis à réaliser, à relever. Pourquoi est-ce que nous devons nous regarder en chien de faïence, vivre en ennemis, alors que nous sommes voisins pour la vie? Pour la vie. Ces pays ne se déplaceront jamais, les populations encore moins. Donc vivons plutôt en nous regardant en frères, en construisant des ponts, plutôt qu'en construisant des murs. C'est ça mon entendement. Et donc je ne pouvais pas être préparé à la guerre. J'ai été surpris, mais Dieu merci, j'ai pu trouver les moyens, mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer les capacités de notre armée. Et aujourd'hui, c'est pas encore terminé, c'est vrai. Il y a beaucoup de recrues en formation, il y a beaucoup de commandes qui ont été passées. Enfin, nous sommes en train de monter l'armée en puissance. Il y a des réformes, encore d'autres réformes qui vont arriver, parce que nous avons compris. Nous avons compris que la République démocratique du Congo, avec ses 9 voisins et les opportunités qu'elle peut offrir, est susceptible d'être l'objet de convoitises, et convoitises pouvant parfois amener certains à des dérives. Et donc pour ça, nous devons nous défendre et apprendre à bien le faire. C'est à ça que j'ai travaillé, que je continue à travailler avec le gouvernement, et ça se passe bien. Dieu merci. Touchons du bois pour que cela Là, continue. nous allons prendre une autre question dans la même thématique, diplomatie, sécurité. Pas besoin de vous mettre debout, hein, comme M. Anissé tout à l'heure, hein, je vous vois. Alors, je tiens à le rappeler, le chef de l'État est vraiment là, à votre entière disposition. Il répondra à toutes vos questions sans tabou. Mais pour permettre en tout cas à ce que beaucoup de gens puissent participer à cet exercice, prière, s'il vous plaît, respectez les consignes, pas de commentaires, pas de conseils, vous pourrez le faire peut-être plus tard. Allez tout droit à la question et surtout pas des sous-questions, pas une question à plusieurs volets. Madame Ange Kassongo, Reuters. Bonjour Monsieur le Président, Ange Kassongo pour Reuters.
En parlant de processus de paix, Monsieur le Président, nous avons suivi qu'il y a eu l'accord de Washington l'année dernière, il me semble, et ensuite le processus de Doha qui finalement a switché pour aller en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça en est, pourquoi ça bloque, et si on devrait se projeter dans 5 ans par exemple, qu'est-ce que le peuple congolais pourra tirer de ce processus de paix sous la houlette notamment de Washington? Merci. Merci, Madame Ange. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous me demandez tout le temps de lire l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. La question d'Anissé aussi était de dire quand est-ce que la guerre se terminera. Mais non, n'oubliez pas que c'est un conflit qui date de 30 ans. Madame, je ne vous apprends rien. Pendant 30 ans, notre pays a été spolié, déstabilisé et complètement désorganisé, désarticulé. L'histoire nous dira s'il y a eu des complicités internes au sommet des institutions pour faciliter cela. C'est un autre débat. Pour revenir à ce que vous dites, à vos questions, je dirais le processus d'abord de Doha, c'est vrai, vous avez utilisé le terme dévoyé, je crois. Non, il a switché, vous avez parlé de switcher, c'est toujours le processus de Doha. Attention, ce n'est pas un nouveau processus. Simplement, on a évité d'amener les délégations à Doha parce que vous connaissez la situation dans la région avec l'Iran et la crise qu'il y a en ce moment. C'est pourquoi, par mesure de prudence, les Qataris avaient souhaité que la Suisse reprenne la main, mais ça rien que pour offrir son territoire, mais c'est pas qu'il y a un début d'un autre processus. Et lorsque vous dites que les choses n'avancent pas, je pense qu'elles avancent, parce que nous avons trouvé un accord sur le cessez-le-feu, même s'il n'est pas respecté par la partie adverse. Nous avons également trouvé un accord sur l'échange de prisonniers et aussi sur l'ouverture des voies humanitaires. Je crois que si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il nous reste 5 autres points qui sont beaucoup moins importants et qui vont nous conduire petit à petit à l'issue des discussions. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que ne vous en faites pas, c'est normal. Comprenez cette difficulté à conclure les choses, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que le Rwanda vit sur l'économie de la République démocratique du Congo en pillant nos ressources. Donc son économie qu'il s'est affairé à raconter partout qu'il est le fruit de sa bonne gouvernance n'est en fait qu'un leurre. Son économie reposait sur le pillage de nos ressources. Voilà pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour lui d'arrêter cette manœuvre, étant donné qu'il la faisait cette manœuvre avec des complicités internationales, parce que ces ressources pillées en République démocratique du Congo étaient écoulées sur certains marchés. Mais aujourd'hui que toutes ces portes se referment, c'est ce qui explique évidemment ce que vous voyez là, son agitation. Parce qu'il sent l'étau se resserrer de plus en plus sur lui. Et moi, je vous dis, je suis convaincu que nous aurons un aboutissement heureux. Quand, je ne sais pas, parce que les négociations, on sait comment ça va, des fois ça marche, des fois ça s'arrête, ça se bloque parce qu'il y a eu tel incident sur le terrain, ou enfin il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais une chose est certaine, et elle nous a été dite d'ailleurs aux États-Unis, après que l'on ait apposé nos signatures, nous avons engagé l'honneur et l'image des États-Unis. Et les États-Unis n'accepteront pas que cet honneur et cette image soient souillés. Nous sommes libres de refuser de nous engager, de refuser de respecter nos engagements, nos signatures, mais nous ne serons pas libres de subir
colère des États-Unis, sa déception vis-à-vis du renoncement de nos engagements. Donc, je crois que ça, c'est tout à fait clair. Et je pense aussi que c'est tout à fait normal de la part des États-Unis que nous avons sollicité pour cet accord de paix, de se dire, mais enfin, vous avez voulu venir à Washington signer un accord de paix, vous devez le respecter, parce que personne de vous n'a été contraint de le faire. Vous êtes venu en toute liberté, vous vous êtes engagé, alors maintenant il faut le respecter. C'est ce qui explique les sanctions que vous voyez tomber depuis un certain temps. Et que j'encourage d'ailleurs, parce que nous les demandons depuis 2022, depuis le début de la guerre, de cette agression. Nous réclamons ces sanctions et aujourd'hui, c'est chose faite, tant mieux, pourvu que ça dure comme ça, parce que notre objectif, c'est de recouvrer la paix, la stabilité et surtout l'intégrité de notre territoire. Alors je pense qu'on peut passer à une autre thématique, mais si jamais il y a une question dans la thématique diplomatie et sécurité qui n'a pas été posée, ne vous en faites pas, il y a une dernière rubrique où on va peut-être rattraper tout ça, il y aura d'autres questions d'actualité. D'accord ? Alors on évolue quand même, on passe à la thématique politique et gouvernance. Vous avez des questions sur la politique et gouvernance, Monsieur Moulegua ? Allez-y. Monsieur Moulegua, allez-y. RFI. Et puis je reviens par ici. Merci. Vous allez parler, madame. Pascal Moulegua de Radio France Internationale et président élu de la presse internationale en RDC. Monsieur le Président, je vous ai suivi, vous avez dit que la réflexion autour du changement ou de la révision de la Constitution ne peut pas être interdite. Sortons de la réflexion parce que votre camp a déjà pris une position, je peux même dire officielle. Pour votre camp, vous n'avez plus des mandats, mais plutôt des missions. Monsieur le Président de la République, serez-vous tenté de toucher aux fruits interdits du troisième mandat, parce que vous êtes censé ne plus être au pouvoir après 2028? Merci. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, du débat, en fait. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. C'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder
et aussi la facilité, parce que moi je vous dis, moi je me mettrai à la disposition de mon successeur, je n'irai pas prendre les armes contre lui, et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder nous, dans cette Constitution. Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Merci, Excellence, Monsieur le Président. On continue des questions sur la politique et la gouvernance. Une dame, Madame Amina Biwan, télévision. Monsieur le Président, au mois de juillet de l'année dernière, vous aviez tenu un conseil des ministres où vous avez fustigé que la ville de Kinshasa était sale. Des mesures avaient été annoncées. Des mesures avaient été également